On dit de lui qu'il est l'une des figures les plus puissantes du cinéma français. Il est vrai que l'homme cumule plusieurs fonctions qui finissent par impressionner. Directeur de l'Institut Lumière, organisateur du Festival Lumière et surtout délégué général du plus important et plus prestigieux festival de cinéma au monde, celui de Cannes. Un festival dont il est le premier sélectionneur à raconter les coulisses. Bonjour Thierry Frémaux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez une actualité très riche et on va commencer par ce livre qui fait beaucoup parler. Il vient de sortir chez Grasset, il s'appelle Sélection officielle, comme la sélection officielle de Cannes, avec un petit sous-titre sur la photo, qui est un gros sous-titre, et confidentiel. On va voir si c'est si confidentiel que ça. C'est un journal, un vrai journal, écrit au jour le jour, qui débute le lendemain du palmarès de l'édition du Festival de Cannes 2015 et qui se termine à la fin de l'édition 2016. Moi, j'aimerais savoir si c'était la meilleure édition pour écrire ce livre ou pas. C'est bien tombé ou pas? Oui, parce que je n'ai pas calculé, mais c'est assez bien tombé parce qu'en fait, en effet, c'est un livre qui commence par la fin d'une édition qui avait été un peu chahutée. Il y a des bonnes et des mauvaises années à Cannes. Et qui raconte la jeunesse d'une autre édition, celle de 2016, dont on voit les films en ce moment sur les écrans, et qui s'est très bien passé. Donc du coup, on passe un petit peu de l'ombre à la lumière, et de toute façon, je m'étais engagé de dire la vérité. L'éditeur a marqué confidentiel. Oui, je devais à la vérité de ce projet, de dire jour par jour ce qui se passait. Alors c'est un joli prétexte, effectivement, de raconter les coulisses du plus grand festival du monde, pour faire une déclaration d'amour immense au cinéma. C'est avant tout ça, ce livre? Oui, alors il n'y a pas tellement... Bien sûr qu'il y a des choses de coulisses qui peuvent apparaître aux sur la profanes. mécanique d'un festival. Oui, sur la mécanique et tout. Mais ça, c'est intéressant. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de ma part la volonté d'essayer de... Bon. Mais en revanche, oui, au cinéma, à l'acte d'admirer. C'est-à-dire que j'admire beaucoup... des artistes de cinéma, mais aussi des écrivains, mais aussi des chanteurs à texte, Bruce Springsteen. J'ai raconté la vie d'un homme de ma génération, d'un homme de mon âge, qui se pose aussi des questions, précisément, comme vous le disiez, parce que je vais même aller plus loin, dans l'immodestie. Je ne suis pas un homme influent du cinéma français, mais du cinéma mondial. C'est-à-dire que quand vous êtes à Cannes, vous vous retrouvez pas tant au cœur, en effet, de jeux, de pouvoir, etc., mais les gens comptent sur vous. Et je raconte ça, c'est-à-dire que c'est aussi un métier où il faut être solide, moralement. La maison Cannes, et je ne suis pas tout seul, Pierre Lescure en est le président, puis il y a des équipes. Il faut qu'on la tienne bien solidement, parce que les cinéastes, les professionnels du cinéma, puis je crois le grand public ont besoin qu'elle soit là et qu'elle existe. Ouais. Alors c'est un grand livre d'amour sur le cinéma. Pour les gens qui aiment le cinéma, très sincèrement, ça se dévore pas, ça se déguste. Alors, je vous avouerai, il fait 600 pages. Je pense qu'il n'y en a pas une de trop. C'est d'une richesse incroyable. Et vraiment, moi, j'ai pas le temps de le finir, mais ça se déguste, page après page, chapitre après chapitre. Parce que quand on aime le cinéma, on est friand de, non pas que des anecdotes, mais sur un fonctionnement, sur les gens et sur les rapports qu'une personne comme vous, qui a du pouvoir au sein du cinéma, peut avoir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour une fois, on a aussi Thierry Frémaux qui parle de lui. Et quand on vous connaît, on sait que vous êtes quelqu'un de très discret. Et même quand c'est en creux, vous parlez beaucoup de vous. Ça a été difficile, ça, ou pas? Non, à un moment, mon éditeur me dit « mais on dirait que tu n'as pas de famille ». Donc j'ai rajouté un peu des choses. Ouais. Mais non, je voulais aussi parler de ça. Je parle beaucoup du Dauphiné, de l'amour que j'ai pour le Vercors, pour les Alpes, pour Lyon, évidemment, pour Cannes, qui est la plus belle cinématographique du monde, des voyages, de ce que c'est que prendre l'avion tout le temps, le TGV. Même ceux qui ne s'intéressent pas au cinéma peuvent s'intéresser, je crois, dans ce livre, à l'idée d'un homme contemporain, quoi. Je voulais vraiment raconter ça, parce que j'aurais adoré lire le même livre de mes prédécesseurs dans les années 50, 60. Comment on faisait pour parler? On faisait les télégrammes, on faisait les courriers. Là, c'est des mails, c'est des SMS. Et tout à coup, c'est en effet telle ou telle vedette, parce que je travaille avec des vedettes. C'est pas pour faire uniquement genre que je vais glisser le nom de c'est pas George n'importe quel Clooney, homme contemporain, parce que quand on fait l'aller-retour à New York pour aller déjeuner avec Martin Scorsese, c'est pas n'importe qui, effectivement. C'est une fonction... on est privilégié, quand même. Oui, on est privilégié précisément parce que mon affaire, c'est le cinéma et que je suis au cœur de ça. Et que je suis assez fier
autant que je me sens privilégié que ça soit tombé sur moi. Un jeune cinéphile lyonnais qui, premièrement, se retrouve à l'Institut Lumière, a comme mission sacrée de faire de cette ville natale du cinéma une ville de cinéma. Et là encore, je ne suis pas tout seul. Il y a des équipes, il y a des politiques aussi qui m'ont aidé beaucoup. Gérard Collomb aujourd'hui, Michel Noir autrefois, qui ont aidé beaucoup à ce que Lyon se réapproprie cette identité. Et à partir de Lyon, oui, je vais à New York parce que il se trouve que Martin Scorsese est un ami. Alors, ce qui frappe, c'est qu'effectivement, vous commencez le livre en rappelant, pour ceux qui le savaient, et puis en apprenant à ceux qui ne vous connaissaient pas. Vous êtes un enfant né à Tullin, qui est un petit village de l'Isère, que vous avez grandi au Minguettes, quartier très populaire de la banlieue lyonnaise. Et c'est vrai qu'il y a un énorme fossé entre voilà, ce gamin qui arrive à l'Institut Lumière, bon, pas par hasard, parce que vous avez une culture cinématographique et des études qui se rapportent à ce secteur-là. Mais voilà quelqu'un qui grandit comme ça, l'air de rien, et qui d'un coup se retrouve à être à tu et à toi avec les plus grandes stars du monde. C'est vrai que ce décalage est énorme. Et comment est-ce qu'on vit avec, justement? Très bien, apparemment. Oui, très bien. Parce qu'il se trouve que ces gens s'appellent Sean Penn, George Clooney, Catherine Deneuve ou Clint Eastwood, mais je ne suis pas ami avec tout le monde. Les gens avec qui je suis ami, c'est parce qu'on est amis, comme dans la vie. Il se trouve que ce sont des têtes couronnées dont les médias parlent, mais ce sont des gens avec qui je travaille. Ensuite, je viens du judo, moi. Et dans le judo, on apprend ça très vite, une sorte d'humilité. Pas de modestie, parce qu'il peut nous arriver d'être un petit Effectivement, peu... vous le dites dans le livre. Oui, ouais. Oui, en judo, on apprend aussi la transmission, on apprend ça. Et j'ai jamais fait de différence, et j'allais même dire plus. Quand je parle avec l'Australienne Nicole Kidman, ça l'intéresse plus de savoir que j'ai grandi et que mon quartier s'appelle les Minguettes, que je sois à nouveau le produit d'une société qui serait la même des beaux quartiers de Paris. Ouais. Nicole Kidman, d'ailleurs, avec justement cet épisode du film Moulin Rouge qui est sélectionné à Cannes. Nicole Kidman qui est dans un moment de sa carrière un petit peu difficile, et vous dites que, et ça montre la puissance de Cannes, la présence d'un film à Cannes et le fait qu'elle se montre à Cannes, un film qui est bien accepté, ça peut modifier une carrière, ça peut la relancer. Oui, alors... C'est ça le pouvoir de Cannes aujourd'hui? Ah oui, absolument. Pour une Kidman qui tout à coup, en une montée de marche, et un film quand même, Moulin Rouge, devient une star absolue. Elle, dont on disait qu'en effet, à ce moment-là, rupture avec Tom Cruise, et donc, c'était lui la vedette et pas elle. Le cinéaste argentin Fernando Solanas qui me disait, un film sélectionné à Cannes, pour un pays comme l'Argentine, c'est 2 ans de survie nationale, de survie pour l'industrie nationale. Donc c'est ça Cannes. Il faut à la fois l'avoir en tête, et à la fois ne pas y penser du tout pour faire les choses de façon la plus sincère possible. J'en viens à ce fossé, ce décalage entre le gamin des Minguettes et l'homme que vous êtes aujourd'hui. Vous ne vous posez jamais la question de la sincérité de justement ces stars qui sont amis avec vous aujourd'hui, parce que il y a une relation d'homme à homme, et l'amitié, effectivement, c'est au-delà du pouvoir, mais l'importance qu'a eu ce titre-là et ce pouvoir-là dans ces relations qui n'existeraient pas sinon. Oui, il arrive parfois que je puisse me dire qu'on s'intéresse à moi pour d'autres raisons que... Ça doit vous arriver. Oui. Après, d'abord, premièrement, je trouve ça normal. C'est-à-dire que... il y a cette lucidité-là de votre part. Oui, mais encore une fois, quand on me dit il y a des pressions, alors je dis oui, il y a des pressions, mais qu'est-ce qu'on appelle la pression? Quelqu'un qui vous appelle, qui dit le film que je vais te montrer, c'est le plus beau film du monde, mais heureusement qu'il le dit, et heureusement qu'il tente de m'en convaincre. Après, moi, ça sera bien assez difficile de peut-être me dire que c'est pas si bien que ça, et qu'il va falloir délicatement dire non, parce que c'est un métier, on passe son temps à dire non, pas oui. Oui, alors avant de revenir à Lyon, dernier élément en relation avec cette fonction et ce monde du cinéma paillettes, est-ce que vous avez gardé le côté, je ne vais pas dire midinette, mais fan, qui est décrit à un moment quand vous parlez, il y a une anecdote sur Julia Roberts, et cette première rencontre, où là c'est le gamin des Minguettes qui est fasciné par cette star, mais qui feint l'indifférence.
S'il y a une chose qu'on apprend quand on fréquente les stars, c'est qu'elles ne le sont pas par hasard. D'abord, on parle bien de stars de cinéma, c'est-à-dire que, pardon, je respecte beaucoup la télévision, mais on devient très vite une star Je suis d'accord avec vous. de télévision. Et quand vous voyez apparaître Julia Roberts, sur laquelle vous avez pu rêver longtemps, parce que ça fait maintenant plus de 30 ans qu'elle est dans le métier. En effet, c'est pas seulement tout à coup la comédienne que vous avez en face de vous, mais là encore, une femme qui est là face à vous et avec laquelle d'emblée se noue quelque chose, c'est très fugace, mais se noue quelque chose d'assez rapide, d'assez sincère. On a passé la journée ensemble, on s'est retrouvés à dîner le soir, et encore une fois, pour revenir à ce que vous disiez, les Maguettes, Hollywood, mais c'est la même chose. Vous voyez, là, je suis à Lyon ce week-end pour l'Institut Lumière. Je reviens à Lyon tout le temps, j'habite à Lyon. À Paris, j'habite rue de Lyon. Et pour moi, c'est strictement la même chose. Il faut garder quelque chose de son âme d'enfant, surtout ne pas perdre ça. Il faut, je voulais le citer, mais il y a cette très belle ligne de Camus sur l'Algérie, sur Tipaza. Quand il dit, quoi qu'il arrive dans la vie, c'est bien de savoir qu'il est un endroit où l'on peut retourner. Et de la même manière que moi, je peux, après avoir été au sommet du tapis rouge, retourner à l'Institut Lumière ou dans nos cinémas au terreau et déchirer les tickets, j'aurais encore le sentiment de travailler dans le cinéma. Et rien ne me ferait plus plaisir d'ailleurs que ça, finalement, rentrer à Lyon tranquillement. Alors rappelons-le, ça s'appelle Sélection officielle. J'ai dit pour les amoureux de cinéma, ça se déguste. Pour les autres, ça peut se dévorer aussi, parce que c'est l'avantage d'un journal. On peut passer d'une page, d'un chapitre à l'autre. On apprend plein de choses. Et alors, je ne vais pas dire qu'il y a du suspense, enfin il y en aura presque un, puisque c'est quand même une sélection. Mais voilà, ça se lit avec un plaisir incroyable. Et dans ce livre, vous parlez beaucoup de la maison dans laquelle, on peut le dire, vous avez grandi professionnellement, c'est-à-dire l'Institut Lumière à Lyon. C'était important de pouvoir continuer à diriger l'Institut Lumière tout en étant le délégué général de Cannes. C'est quelque chose que j'avais négocié d'emblée avec Gilles Jacob lorsqu'il m'a appelé à ses côtés. Pour garder ce lien avec l'Institut. Oui, parce que nous, on dit toujours dans nos bureaux, on le sait nous-mêmes, dans les équipes de Cannes, Cannes rend fou. C'est-à-dire que le festival suscite une telle passion qu'il faut garder raison, mesure. Ouais. Et le faire, pour moi, c'était rester, en effet, à Lyon, c'est-à-dire ailleurs qu'à Paris, et à l'Institut Lumière, c'est-à-dire dans un contact quotidien, ou quasi, avec le public, dans un travail sur le patrimoine. Donc, encore une fois, je mesure mon privilège. La rue du premier film et la Croisette, deux des plus célèbres adresses du monde. La troisième, c'est Hollywood Boulevard. Et avec ce sentiment que je peux faire le cinéma très contemporain, le cinéma de patrimoine, le passé, le présent, les vieux metteurs en scène, ou même les comédiens qui sont de passage à Lyon et sur lesquels il n'y a pas ces rapports de pouvoir dont vous parliez. Et puis en revanche, assumer là ce que je fais en ce moment, une activité pleine au service du Festival de Cannes, au service de la ville de Cannes, parce que c'est un bel endroit, mais rien n'est écrit que Cannes restera pour toujours le plus grand festival du monde. Donc, on y travaille tous les matins. Et puis garder un lien aussi avec Bertrand Tavernier, qui reste le président de l'Institut Lumière, et avec lequel il y a des liens d'effectifs. Vous dites à un moment dans le livre que vous feriez tout pour lui. Il y a de jolis hommages dans ce livre, dont un à Raymond Chirac, qui est aussi une grande figure du cinéma, qui est aujourd'hui disparu, mais effectivement, on sent toute l'admiration. Oui, parce que, encore une fois, il y a des gens connus, il y a des gens qui le sont moins, et comme dans tous les métiers, il y a des stars aussi. C'est-à-dire que des gens qui s'engagent dans quelque chose, qui font le bien autour d'eux, qui sont des exemples, qui veillent sur les jeunes. Moi, le livre est dédié à mes oncles de la rue du premier film, Bernard Chardet, Raymond Chirac, Jacques Deray. Et puis en effet, Bertrand Tavernier, qui est une sorte de mentor. Il n'avait pas lu le livre, d'ailleurs, il m'a fait un mail, il me dit, hier pile, il me dit, je vais à Angers, au Festival d'Angers, et je suis en train de lire ton livre, et il m'a dit des choses gentilles. J'avais peur parce que je parle beaucoup de lui. Ah non, mais il peut que lui plaire, ce livre. Alors, aujourd'hui, l'Institut Lumière, c'est un peu le siège d'un autre festival dont on pariait pas beaucoup, sur lequel on pariait pas beaucoup, et qui est devenu un festival qui compte. Aujourd'hui, c'est un festival sans palmarès, sans compétition, festival d'hommage au cinéma. C'est le festival Lumière. Le seul prix qui est remis chaque année, il est remis à un comédien ou à un réalisateur. En 2016, pour la 8e édition, donc c'était la première fois que c'était une femme, c'était Catherine Deneuve. J'ai
une seule question. Je ne vous parle pas de la sélection de Cannes, je sais que vous ne vous exprimez pas. Je veux savoir si, alors peut-être pas le prochain, mais il y aura d'autres femmes quand même qui recevront le prix Lumière, parce qu'il a fallu attendre 8 prix pour avoir une femme quand même. Ben, on est dans une génération pour un prix qui consacre, et donc des artistes, si j'ose dire, qui ont déjà une longue carrière derrière eux, issus d'un cinéma où il n'y avait pas beaucoup de femmes, les femmes actrices bien entendu, mais les femmes réalisatrices, il y en avait très très peu. On a beaucoup fait d'hommage à Agnès Varda, par exemple, mais longtemps elle a été seule. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes dans le cinéma, et à l'avenir, il y aura de plus en plus de femmes qui recevront le prix Lumière. Ouais, alors, je rappellerai que c'est un formidable festival pour les cinéphiles. Il permet de voir de nombreux films et souvent en copie restaurée. Et on en arrive à ce film donc sur les Frères Lumière que vous avez réalisé, on peut le dire, écrit à partir donc des films des Frères Lumière. Je crois qu'il y en a 108. Un film fait 50 secondes parce que la bobine faisait 17 mètres. C'est comme ça. Donc tous ces films qui ont été restaurés. Alors c'est très technique, hein, on dit en 4K maintenant, mais ça veut dire que c'est de la très haute définition. Oui, ça veut dire que Louis Lumière et Auguste seraient fiers, eux qui étaient des techniciens, de voir que leurs films sont dans l'écrin le plus magnifique donc de la technologie Lumière, contemporaine. l'aventure commence. Il est sorti dans les salles de cinéma avant-hier. Donc mercredi, on va en voir la bande-annonce tout de suite parce que je pense que ça va vous donner envie de le voir. Regardez. L'aventure commence. 17 mètres de pellicule, 35 mm de large, 50 secondes d'une éternité qui dure encore. Il y a eu beaucoup de drôles de machines avant le cinématographe, mais aucune après lui. Lumière, c'est aussi le témoignage clinique d'une époque, de métier, d'un lieu, d'une tradition, sans reconstitution. Oui, très bel hommage. Vous dites qu'en fait, ils ont quasiment tout inventé. Ils ont inventé la machine, mais aussi le cinéma, c'est-à-dire la façon de filmer, les mouvements de caméra, la mise en scène aussi. Oui, je ne le dis pas d'ailleurs pour faire une sorte de revanche, pour dire, vous savez quoi, bon. Mais c'est vrai qu'on avait un peu oublié que les Lumières, au-delà du côté inventeur, il y a un côté artiste. C'était pas que des documentaristes non plus. Alors, pas du tout des documentaristes. Et même quand ils font du documentaire, c'est presque dans une tradition qu'on a retrouvée après. Parce que Lumière, ce qu'il y a de formidable, c'est que les questions qu'il s'est posées sont les questions que se sont posées tous les cinéastes après lui. Quelle histoire je raconte, comment je le fais, où est-ce que je mets la caméra. Et dans cette expérimentation innocente, il a fait pour la première fois des gestes qui sont ceux qu'on connaît au cinéma aujourd'hui. Et comme on ne connaissait pas ces films, quand on les revoit dans des conditions très belles, restaurées, on est ébloui. Le film marche bien, les gens, je crois, s'approprient, parce que c'est pas à nous, à l'Institut Lumière, c'est pas à nous les Lyonnais, ça n'est pas à nous les Français, c'est un patrimoine universel. Et quand, dans la même région, on redécouvre la grotte Chauvet, eh ben, les films Lumière, ça a la même importance. Alors ces films qui ont été restaurés, je crois, à Bologne, parce que vous allez à Bologne justement de temps en temps, parce que c'est le grand centre de restauration des films. Est-ce que, quand vous les avez vus restaurés, il y a des choses que vous avez découvertes, que vous n'aviez pas vues avant, vous qui les connaissez par cœur, ces films? Oui, par exemple, oui, je les connaissais par cœur. Ils ont été restaurés à Bologne et à Paris dans les laboratoires Éclair, les grands laboratoires. Oui, parce que je pensais qu'il allait y avoir un travail de ce qu'on appelle l'étalonnage, pour harmoniser un peu ce noir et blanc. Pas du tout. Dès que les films sont restaurés, ils apparaissaient tous intacts, mais quasiment comme ils avaient été faits en 1895, 96, 97. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Vous dites qu'en effet, le film est réalisé par moi. J'ai pas voulu dire un film de Thierry Frémaux, d'abord parce que je fais un métier. Il n'est pas question que je fasse des films quand je juge ceux des autres. C'est vraiment un hommage au cinéma de Lumière, et c'est un film de Louis Lumière et de ses opérateurs, ce qui me permet de vous dire que c'est fantastique. Même moi, je continue d'être extraordinairement impressionné par tant de beauté. Et comme vous me l'avez confié pendant qu'on voyait la bande-annonce, ça marche en plus. Donc oui. Effectivement, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, il y a, je crois, en tout cas, je peux qu'inciter les gens à se précipiter dans les salles, dans la région, à Clermont, à Grenoble, à Lyon, bien sûr. Le film est montré. Je vais bientôt à Manosque pour le montrer. Et oui, il y a l'idée que peut-être les Français vont s'approprier quelque chose qui est leur histoire. Parce que le cinéma des Lumières d'emblée a dit qui nous étions.
Ouais. Alors, dans l'actualité de l'Institut Lumière, je dis, il y a beaucoup d'actualités autour de vous aujourd'hui. Il y a aussi un jeune festival, je crois que c'est sa 4e édition, Oui. festival sport, littérature et cinéma. Il a débuté hier, je crois, il se poursuit jusqu'à dimanche. L'ouverture s'est faite avec un hommage à Mohamed Ali. On va y parler aussi de quelqu'un qui fait l'actualité en ce moment, c'est Roman Polanski, pour un film qu'il a réalisé sur Jackie Stewart, sur la course automobile. C'est une façon pour vous de rassembler deux passions, parce que vous êtes un passionné de cinéma, vous êtes un passionné de sport aussi, on l'a dit, le vélo, le judo, le football. Oui, le sport et le cinéma, le sport moderne et le cinéma sont nés en même temps. Et il y a toujours eu des relations comme ça. Et parce qu'avec les copains, on parlait tout le temps de ça, ça va de Rocky à Coup de tête de Jean-Jacques Hano. Un jour, on s'est dit, il faut faire ça. Mais il y a aussi une grande tradition littéraire sur le sport. Jean Echnoz va écrire un essai sur Émile Zatopek. Et il y a la photographie. On expose les photos de Salgado, après celles de Depardon sur les Jeux Olympiques. Donc les arts en général ont toujours trouvé que le sport était un ingrédient d'émotion, un ingrédient d'histoire assez formidable. Donc on s'est dit, on va faire un On voit justement festival. l'affiche Sébastien Salgado, qui est un photographe extraordinaire, qui a photographié le Tour de France. Ce sont des photos absolument magnifiques. Elles sont donc exposées en ce moment, vous voyez, à l'Institut Lumière. J'aimerais qu'on dise un mot aussi d'un des films qui va être proposé, c'est Les Dieux du Stade, de Leni Riefenstahl, qui était la cinéaste très prisée d'Hitler, qui a filmé les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 et qui, on peut le dire, elle a tout inventé dans la façon de filmer le sport. C'est quelque chose de prodigieux et qui est vraiment à redécouvrir. Alors après, c'est vrai que c'est un personnage un peu ambigu, mais c'était une femme exceptionnelle. Oui, c'est pour ça qu'il faut présenter ce type de cinéma accompagné, ce que nous faisons, présenter. Les gens du Comité international olympique qui ont restauré le film seront là. Mais en effet, elle avait des moyens gigantesques, qui étaient ceux qu'Hitler mettait au service du prestige du nazisme. C'est pour ça qu'il faut voir tout ça avec beaucoup de précautions et resituer le contexte. Mais sur le plan du cinéma, sur le plan aussi de la façon dont une image, on revient à Lumière, les siennes sont pures, n'ont pas de manipulation. Celles-là, c'est des images de manipulation aussi pour dire vive le nazisme. Et il fallait les voir, il faut les décrypter. On montre ça beaucoup aux lycéens, aux scolaires, c'est très important. Effectivement, c'est intéressant. Il y a l'intention d'un côté et puis il y a le travail artistique, parce qu'il y a un travail artistique et créatif de la part de cette femme qui s'appelait Leni Riefenstahl. Donc c'est dans le cadre de ce festival sport, littérature et cinéma. Donc c'est la première partie de son film, les dieux du stade. Il sera question aussi de rugby et de baseball dans ce festival. Oui, parce que, vous savez, le cinéma, un film sort et puis disparaît. Et là, il y avait un très beau film sorti cet automne qui s'appelle Mercenaires, de Sacha Wolf, premier film, qui est d'ailleurs, il est lyonnais, il sera là, avec Baki, le joueur du Loup. Et nous qui parlons, en effet, souvent beaucoup de vélo et de foot avec l'Olympique lyonnais. Là, on parlera un peu de rugby et le meilleur avec Robert Redford également. Non, c'est toujours aussi des beaux spectacles. Voilà, vous allez accueillir aussi Alain Prost. Avec chaque fois, c'est l'occasion d'accueillir des personnalités. J'ai une dernière question à vous poser. Après Cannes, est-ce que vous y pensez ou pas ? Oui, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, mais c'est un peu comme le Prestige de Cannes. J'y pense tous les matins pour l'oublier toute la journée et me mettre au service du festival. Non. Tant qu'on veut de moi, je resterai là où je suis. Tant que j'analyserai aussi l'idée que j'y suis moi-même utile. Mais après, j'ai essayé de prendre le festival tel que Gilles Jacob me l'a confié. Et puis je le confierai à mon tour à des successeurs un jour. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Thierry Frémaux d'avoir fait ce petit chemin avec nous aujourd'hui. Donc je rappelle, sélection officielle, c'est chez Grasset. C'est vraiment, vraiment un livre intéressant. Puis il y a toute l'actualité autour de l'Institut Lumière. C'est ce festival en ce moment. Le prochain festival, c'est au mois d'octobre normalement. Je dis pas d'année. Prochain festival Lumière au mois d'octobre. Prochain festival de Cannes, c'est la 70e édition. Voilà, je ne pose plus de questions sur Cannes. De toute façon, c'est terminé. Merci infiniment Thierry Frémaux.